Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas pris ma caméra pour filmer quoi que ce soit. J'avoue que j'ai eu une petite période à vide où j'avais autre chose en tête que de filmer des vidéos. Mais je tenais du coup à vous proposer quand même donc les derniers points lecture de l'année 2019, je veux dire 2019. Et le dernier point série, toujours de l'année 2019. Et dans ce point lecture, je vais vous parler de 4 romans et essais et de mes 2 lectures en cours. Donc on va terminer l'année 2019 avec donc cette première lecture. Il s'agit de La captive des hommes de bronze de Valérie Simon. C'est le tome 1 de sa saga Mysteria. Et vous trouvez ça donc aux éditions L'Archipel Fantasy. Ensuite, je vous parlerai de 2 livres audio. Le premier, c'est Dr. Holmes de Stéphane Bourgoin et vous trouvez ça sur Audible. Je poursuis avec un second livre audio, il s'agit du tome 1 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski, je vais réussir à le dire, Andrzej Sapkowski, toujours chez Audible. Je continue avec un 3e livre audio, il s'agit de Sorcière, la puissance invaincue des femmes, c'est de Mona Chollet et j'ai écouté ça également sur Audible. Et je finirai ce point lecture avec les lectures que j'ai en cours, que je suis vraiment sur le point de finir. Donc il s'agit des Lions d'Alrasan de Guy Gabriel Kay, vous trouvez ça chez La Talente. Et également l'Élixir d'oubli, c'est le tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pevel. Vous trouvez ici donc cette édition chez Brajon, mais moi j'écoute le livre audio sur Audible. Voilà, maintenant que le programme est présenté, on y va. Je commence par cette lecture, donc il s'agit de La captive des hommes de bronze, c'est de Valérie Simon. C'est son tome 1 donc de la série Mysteria et vous trouvez ça chez L'Archipel dans leur collection de fantasy. Alors Valérie Simon est pour moi une autrice que je suis depuis extrêmement longtemps. C'est une autrice avec laquelle j'ai un lien assez particulier puisque sa saga Arkham, que j'ai là derrière en 2 éditions différentes, est celle avec laquelle en fait je suis vraiment tombée en amour de façon indéterminée et indéterminable pour la fantasy et les lectures de l'imaginaire. Donc je dois une fière chandelle à notre bonne chère Valérie Simon. Et donc j'avais déjà lu son roman, un autre roman de fantasy d'elle, donc c'était Coup d'État, que j'avais beaucoup aimé et dont j'attendais le tome 2. Et celui-ci, c'est un livre qu'elle m'a envoyé via donc sa maison d'édition L'Archipel. Donc il est dédicacé et tout, et encore une fois, merci Valérie. Je sais que j'ai mis du temps à le lire, et à la limite, je me dis que j'ai peut-être bien fait d'attendre un petit peu, puisque c'est le tome 1, comme je vous disais, de cette saga-là, et le tome 2 n'est toujours pas sorti. Et j'en profite pour demander via cette vidéo, Valérie, quand est-ce qu'il sort le second ? Est-ce qu'il sort ? Est-ce qu'il va sortir ? Quand est-ce qu'il va sortir ? Parce que... Voilà, je vais dire quelque chose. Ce roman, pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance, c'est un roman de science-fiction et de western. Imaginez un western sur une planète très très loin de la nôtre, dans un futur proche ou pas si proche, où la Terre est en train de péricliter au niveau du climat, de la pollution, etc. Et donc les colons terriens ont décidé de coloniser d'autres espaces vivables, et notamment cette planète Mysteria, où donc des colons vont s'y installer, qui sont plus ou moins un petit peu poussés par le gouvernement fédéral donc de la Terre pour y envoyer le maximum de gens possible. Et donc ces gens-là sont envoyés sur Mysteria pour donc coloniser donc la planète, en sachant qu'il y a déjà une forme de vie humanoïde intelligente qui habite sur cette planète. Et les colons s'engagent, entre guillemets, à ne pas trop les déstabiliser au niveau scientifique, etc. Parce qu'ils sont évidemment bien plus évolués que les autochtones qui sont sur place. Et donc ces autochtones se font un petit peu belliqueux par rapport à ces nouveaux colons, on peut le comprendre, évidemment, à voir arriver ces gens qui s'approprient leur terre. Et donc dans ce roman-ci, donc, on suit un jeune garçon qui s'appelle Jim et sa petite sœur Jessica, qui eux sont nés sur Mysteria. Ce sont leurs parents qui sont donc venus de Terre jusqu'ici, donc jusque sur Mysteria. Et le roman commence donc avec Jim et Jessica, qui sont 2 enfants qui sont nés sur Mysteria, mais dont les parents sont des colons terriens, qui donc ont une petite ferme où ils élèvent des chevaux vraiment dans le bush, en fait, vraiment dans le fin fond de Mysteria. Et donc le roman commence, comme je disais, en fait, avec le massacre de leur famille. Donc les 2 Shire, qui sont la population autochtone qui font face à ces colons terriens, massacrent leur famille. Et donc Jessica et Jim sont séparés pendant cet événement-là.
et Jim va être récupéré par des terriens et va être renvoyé sur Terre pendant que Jessica est portée disparue. Et des années plus tard, Jim va ensuite revenir sur Mysteria pour partir à la recherche de sa sœur, puisqu'il semblerait qu'il ait une bonne piste sur le fait qu'elle soit encore vivante, même si contre toute attente c'est assez peu probable, mais voilà, il semblerait qu'il y ait des traces de vie de sa petite sœur qui du coup a maintenant une quinzaine d'années. Lui, il en a une vingtaine, donc il revient sur Mysteria pour essayer de retrouver sa sœur. Donc comme je disais dans la présentation de ce bouquin, on est carrément dans un western saupoudré à la sauce science-fiction. Donc parce qu'on est sur une planète complètement hostile, que ce soit la faune, la flore, tout le monde se fait bouffer partout. La plupart de la flore en fait est carnivore. Les bestioles, donc toute la flore et la faune sont complètement inventées par Valérie qui a développé un univers assez impressionnant. Je me souviens que j'avais discuté à l'époque avec elle au moment où elle écrivait cette saga-là, et je me souviens qu'elle prenait un pied énorme à inventer justement toute cette faune et toute cette flore, puisque c'est vraiment, il y a eu un petit sommaire au début avec, je sais pas, il y a au moins une quinzaine ou une vingtaine d'espèces différentes, que ce soit pour la flore ou pour la faune. La faune est essentiellement basée sur des espèces assez reptiliennes, que ce soit donc volantes ou rampantes, etc. Et donc, comme je disais, la flore est majoritairement en fait complètement carnivore. Donc c'est un univers extrêmement hostile dans lequel vont évoluer les personnages. Des terriens qui sont parachutés comme ça sur cette terre-là, c'est une terre promise où ils vont pouvoir échapper à la pollution et à un non-avenir sur Terre, alors qu'ici on leur promet monts et merveilles, ils se rendent compte que c'est une planète extrêmement difficile, extrêmement hostile pour eux, et en plus il y a donc ces autochtones qui leur en veulent, et pour cause, et qui essaient de défendre leur bout de terre et leur existence sur cette terre-là. Donc on a vraiment un Roland complètement westernien, mais à fond, avec on pourrait approcher les deux Shire aux natifs américains et les colons européens. Donc on a vraiment cette espèce d'imaginaire là qui se colle à la science-fiction, et je dois dire que le mariage se fait vraiment de manière hyper fluide et hyper organique, et ça se lit extrêmement bien. J'ai retrouvé la plume et la verve, le phrasé de Valérie Simon là-dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un de ses romans, une de ses nouvelles, et c'est un peu une autrice vers laquelle je me tourne quand j'ai envie de me sentir bien, de me retrouver un peu en terre inconnue. Et voilà, j'ai vraiment lu ça avec beaucoup de facilité, c'est extrêmement facile à lire. Voilà, on tombe de rebondissement en rebondissement. Le seul hic, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de tome 2, et vu la façon dont se termine ce tome-là, on a envie d'une suite, donc voilà, j'attends avec impatience la suite, puisque Mysteria, en tout cas ce tome-ci, ne se suffit pas à lui-même, même si c'est une très bonne introduction à l'univers. Je poursuis ensuite avec un partenariat que j'ai fait avec Audible. Il s'agit de Dr Holmes, c'est de Stéphane Bourgoin, et donc vous trouvez ça sur la plateforme de livres audio d'Amazon, c'est-à-dire Audible. Alors Stéphane Bourgoin, c'est un spécialiste des serial killers dont vous aurez peut-être entendu parler si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est policier et tout ce qui est serial killer. Il a fait notamment un bouquin que j'avais adoré, que j'ai prêté et que je n'ai plus, je ne sais plus à qui je l'ai prêté, et du coup je ne sais pas qui me l'a pas rendu. Un bouquin sur l'affaire du Dahlia Noir qui était absolument... J'avais adoré ce bouquin-là. Il en a sorti un autre ici qui est sur Schaeffer, je crois, sur Gérard Schaeffer, que je n'ai pas encore lu, mais qui sera, je pense, cette année lu, ça c'est sûr. Et en fait, Stéphane Bourgoin a commencé à sortir, je pense que c'est une série, je veux pas en mettre ma main coupée, puisque là, c'est un livre audio qui est centré sur Dr Holmes, qui est plus connu sous le nom de H.H. Holmes, qui est en fait un serial killer de la fin du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, oui, qui a œuvré à Chicago et qui était en fait un homme, c'était un escroc doublé d'un serial killer. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. Je vous renvoie à l'excellente vidéo de Sonia Lou, qui est donc sur sa chaîne. Je vous mettrai, je pense, peut-être plutôt ici, un petit lien pour aller voir sa vidéo, donc il parle en long, en large, en travers donc de ce cas-ci. Et donc c'est un serial killer qui a inspiré certains épisodes ou certaines saisons d'American Horror Story, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas vu cette série-là, mais je sais qu'elle a inspiré, je crois, la série qui s'appelle L'Hôtel ou quelque chose comme ça. Et elle a aussi inspiré bon nombre de films d'horreur, et aussi un épisode de Timeless qui se passe justement dans l'hôtel
des horreurs de H.H. Holmes à Chicago. Donc H.H. Holmes, qui n'est pas son vrai nom, mais en tout cas il est connu sous ce nom-là, est en fait un escroc américain donc qui a escroqué de nombreuses personnes donc en leur faisant souscrire à des assurances vie et en tuant ces personnes-là, en revendant leur corps notamment donc à des écoles de médecine pour qu'ils puissent faire des autopsies, enfin s'entraîner à faire des autopsies, et donc à récupérer le magot, parce que comme je vous disais c'est un escroc donc à l'assurance vie, et ça lui a permis, donc toutes ces économies-là, toutes ces escroqueries-là lui ont permis d'acheter un hôtel à Chicago pour en faire vraiment son aire de jeu et pervers et voilà, centré autour justement de la torture de gens. Il y avait des faux murs, il y avait des salles qui étaient cachées, ils pouvaient voir derrière des œilletons, enfin vraiment c'était un truc assez voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu dans cet hôtel, on ne sait pas exactement combien de personnes ont disparu là-dedans. Et donc ce livre audio est donc pas un livre de fiction, mais donc c'est un livre qui revient sur les faits et sur donc les gens qui ont disparu, sur les meurtres qu'on attribue en tout cas à H.H. Holmes, et également donc on revient sur les aveux de cet homme-là, sur ce qu'il avoue avoir tué. Et en fait, il y a aussi tous les gens où on suppose qu'il a tué, qu'on n'a pas forcément de preuves pour l'inculper pour ces meurtres-là. C'est un livre audio qui n'est pas très long par rapport à d'autres qui peuvent faire une dizaine d'heures, voire des fois plus, ou un peu moins. En tout cas, je pense qu'il fait quelque chose comme 2 heures maxi, quelque chose comme ça. Peut-être que je vous mettrai la longueur exacte, mais il est vraiment pas très long, c'est un petit livre. Mais voilà, il revient sur des faits, des faits divers notamment, donc autour de cet homme-là. En tout cas, si ça vous intéresse, tout ce qui est policier, tout ce qui est serial killer, etc., je ne peux que vous conseiller les ouvrages de Stéphane Bourgoin. Et celui-ci en particulier, même si je me demande si je sais pas s'il est sorti en livre papier, mais je pense que un petit peu comme justement l'affaire du Dahlia noir, c'est quand même hyper utile d'avoir une iconographie, si on peut avoir des photos de l'époque, même si bon c'est la fin du 19e siècle, donc il y a moins de photos que ce qu'on peut avoir ici, si les mœurs s'étaient passées au 20e siècle, mais en tout cas avoir une base en fait papier, une base tangible et pas uniquement racontée à l'oral. Je pense que ça aurait pu apporter une petite valeur ajoutée à ce bouquin-là. Je sais que Audible propose sur certains de ses livres audio une espèce de pièce qu'on peut télécharger, un PDF ou un truc comme ça qu'on peut regarder, qu'on peut télécharger quand on a acheté le bouquin, et donc qui peut devenir un espèce de compagnon de route de lecture donc au livre audio. Ça, je pense que ça aurait pu être assez sympa avec ce genre de bouquin. Maintenant, je vais vous parler de l'autre aspect, de l'autre partenariat que j'ai fait avec Audible. Il s'agit du tome 1 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Vous trouvez ça donc toujours sur Audible, et l'éditeur c'est Hardigan, qui est en fait la version livre audio, enfin l'éditeur audio de Brajlon. Alors le Sorceleur, je ne veux pas vous faire l'affront, sans doute vous connaissez, et sans doute vous connaissez mieux que moi, puisque moi je n'ai pas encore vu The Witcher qui est sorti sur Netflix il y a quelques jours. Je n'ai pas joué aux jeux vidéo et on verra, hein, peut-être que ça changera d'ici quelques temps. Mais voilà, je venais vraiment totalement vierge et innocente par rapport à cette série-là. Je connaissais juste visuellement à quoi ressemblait Geralt de Rive. C'est de Rive, je crois, ou de Riva, j'ai toujours un doute. Je connaissais juste de nom Yennefer, mais voilà, je connaissais absolument rien à cette saga, à part que voilà, c'était un numéro 1 en fantasy en Pologne, et c'est tout. Donc j'ai vraiment commencé ce livre-là avec... c'était une feuille vierge pour moi, et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, à tel point qu'en fait j'ai acheté le second tome. Donc le premier tome avait été offert par Audible pour que je puisse vous en parler là maintenant, mais j'ai acheté le second pour pouvoir continuer. Donc Geralt est un sorceleur, c'est-à-dire que c'est un homme qui fait de la magie et qui en fait est une espèce de mercenaire qui va louer ses services à des particuliers, à des villes ou à des gens de la haute société, etc., qui veulent se débarrasser d'une créature qui leur nuit sur leur terre ou qui les emmerde, ce genre de choses. Et donc lui va utiliser ses pouvoirs pour se débarrasser donc de ces créatures-là, et donc de se faire payer en monnaie sonnante et trébuchant. Dans ce premier tome, ce qui était assez étonnant, c'était justement le type de narration qui est pas du tout linéaire.
On n'a pas un début, des péripéties au milieu et puis une fin. C'est pas du tout dans ce type-là, donc moi ça m'a surprise, mais plutôt dans le bon sens, justement. Il y avait un petit côté un peu neuf là-dedans, même si ça peut être un petit peu perturbant, on peut peut-être facilement s'y perdre si on n'y prête pas forcément garde. Mais voilà, disons qu'on a un fil conducteur, on a une situation A, on va dire, avec une zone qui est guérin, qui lui arrive des choses, et au fur et à mesure il va rencontrer des gens dans ce fil conducteur A, il va y avoir des flashbacks sur des anciennes missions qu'il a fait donc avant, et on a toute une série de flashbacks avec ses missions précédentes. Donc on a comme ça un aller-retour entre ces flashbacks, la timeline A, et ensuite le flashback, la timeline, etc. Donc voilà, ça peut un petit peu être bizarre. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on est vraiment plongé dans un univers de fantasy qui est peut-être Medfan, mais on est dans du Medfan qui est teinté justement de folklore slave, du folklore qui est peut-être typique de la Pologne et de l'Est de l'Europe. Donc c'est des choses dont on a peut-être un petit peu moins l'habitude dans un Medfan occidental, va-t-on dire. Mais on a des créatures qui sont peut-être plus du côté du vampire originel que vraiment des centaures, des trucs et des phénix, etc. Des trucs qu'on a vraiment plus dans l'Occident en tout cas. Ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est tous les clins d'œil à du folklore et à des contes de fées. Puisque tout au long de ce premier tome, on croise des personnages, on se dit mais je suis sûre c'est Blanche-Neige, c'est une version de Blanche-Neige, ça c'est une version de tel ou tel conte de fées de Grimm, enfin c'est un conte de Grimm ça. Et donc on a des fois des contes de Grimm qu'on connaît vraiment beaucoup moins et ils sont twistés de façon à ce qu'ils justement ils s'intègrent dans cet univers-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant, assez nouveau, assez neuf. Et vraiment c'était vraiment super intéressant, et du coup comme je vous disais j'ai acheté le tome 2 et il me tarde non seulement de regarder The Witcher sur Netflix pour voir justement ce qu'ils ont un petit peu gardé par rapport à ce que je viens de vous dire, et continuer tout simplement parce que c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée, en tout cas pour son tome 1. Je poursuis ce point lecture avec ce dernier livre qui est terminé. Il s'agit toujours d'un livre audio, et là donc je vais vous parler de Sorcière, la puissance invaincue des femmes. C'est de Mona Chollet, et comme je vous disais, vous pouvez trouver ça chez Audible. Ce livre cette fois-ci est un essai sur le féminisme et donc sur la figure de la sorcière, comment elle a été inventée, comment elle a été perçue donc tout au long des siècles, et comment maintenant donc au début du XXIe siècle on se réapproprie cette figure vraiment ancestrale, on va dire, qui a été un peu controversée, qui a eu des significations vraiment différentes en fonction des âges et en fonction de comment la société et surtout les hommes ont perçu cette figure-là, comment elle a représenté des femmes fortes, comment elle a représenté des femmes indépendantes, donc qui devenaient en fait des menaces et qui devenaient des dangers par rapport à l'ordre établi. Et ça a été un essai qui pour moi a été hyper... ça a ouvert des frontières, ça a ouvert des portes. Et j'ai été vraiment vraiment contente de l'avoir écouté, et je pense que c'en est même un que je vais acheter pour l'avoir en papier, pour pouvoir le relire. De temps en temps relire des chapitres pour essayer de garder cette flamme, on va dire. Parce que c'était un essai que j'ai trouvé extrêmement inspirant, extrêmement libérateur aussi. Cette figure de la sorcière, personnellement je m'y retrouve beaucoup, et cet essai, comme je vous dis, m'a vraiment énormément parlé, non seulement parce que c'est un essai sur le féminisme et que ça me parle, c'est un combat que je fais aussi au quotidien, et voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui nous conforte dans le fait que on fait le juste combat, le bon combat. Et c'est un livre que j'ai envie que tout le monde écoute et que tout le monde lise, parce que notamment les femmes, pour qu'elles reprennent confiance en elles et qu'elles se réapproprient et leur corps et leur esprit, leur être, etc. Et je pense que ce livre pourrait complètement les aider à cela. Et c'est pas pour rien, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de ce livre-là, et je suis vraiment contente de l'avoir écouté. Et j'espère bientôt pouvoir me l'acheter pour pouvoir le relire. Maintenant, je vais vous parler très très rapidement de mes lectures en cours, puisque je pense que je vous en parlerai dans un prochain point lecture, une fois que je l'aurai terminé. Je vais juste vous les présenter en tout cas. Je vais commencer par Les Lions d'Alrasan, c'est de Guy Gavrielke, et je crois que les dernières éditions sont sorties chez Latamonte. Alors, Les Lions d'Alrasan, j'avais commencé à lire ce livre en novembre. Je suis vraiment là à la fin, à l'heure où je filme cette vidéo, il me reste
il me reste 10% du bouquin à lire. C'est une grosse brique. Sur mon livre numérique, il fait 733, mais je crois qu'en livre papier, il fait une bonne 500aine de pages, donc voilà, c'est un gros morceau. Et c'est une lecture, en fait, une lecture commune que j'ai fait avec d'autres booktubeuses ou blogueuses, etc. Et notamment Eliandra, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je te remercie de m'avoir invitée sur cette lecture commune, même si je vais être la dernière à lire ce livre, c'est pas grave, c'est pas le rythme qui compte, c'est le fait de le lire et d'apprécier sa lecture. Donc la Lion d'Al-Rassan, de quoi ça cause? On est dans un monde qui ressemble à l'Espagne dominée par les musulmans et qui s'apprête à partir dans sa reconquista. Donc on est dans cette partie de l'Espagne colonisée par l'Afrique du Nord, disons, et donc qui est un califat à l'époque, mais nous ne sommes pas dans notre monde à nous, c'est pas un récit historique, puisque nous sommes dans une espèce d'Espagne mauresque de fantaisie, c'est-à-dire que donc l'Espagne c'est l'Espéragne, je sais même pas comment s'appelait la partie musulmane de l'Espagne, mais en tout cas donc là ça s'appelle l'Al-Rassan. Et donc, comme je vous disais, nous avons cette péninsule qui est morcelée donc entre l'Espagne qui en fait carrément qui a éclaté entre trois royaumes, donc trois royaumes chrétiens, puisque là aussi nous avons des religions qui ressemblent en fait au christianisme, à l'islam et au judaïsme, mais qui ne sont pas appelées telles quelles, puisque nous avons les djadites qui correspondent aux chrétiens, enfin en tout cas aux catholiques, qui eux pris le dieu soleil. Nous avons les musulmans à côté qui là sont appelés les acharites, qui eux prient les étoiles d'Achar, et nous avons ensuite les juifs à côté, donc qui eux sont appelés les kindat, voilà, donc les kindath, j'imagine en anglais, et qui eux prient en fait la double lune, donc il y a deux lunes, une lune bleue et une lune blanche, et donc ils prient cette double lune qui sont en fait des lunes sœurs, et qui exactement comme les Juifs à l'époque sont un peuple errant, qui ont une situation assez compliquée par rapport aux Acharites et aux Djadites. Donc vraiment complètement on a pris la situation qu'on avait donc au Moyen-Âge, donc à l'époque de l'Espagne mauresque, et voilà, on l'a mise dans cette espèce d'ambiance de fantasy parce que c'est comme je vous disais une espèce d'Europe parallèle, mais il n'y a pas vraiment de pouvoir ou de magicien, c'est pas du tout cette fantaisie dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens où c'est un autre monde, voilà, c'est un autre monde mais qui est complètement calqué au nôtre. Et donc nous suivons plusieurs personnages, donc nous avons en fait un panel et de djadites et d'acharites et de kindat qui vont se retrouver pour diverses raisons dans une cité ensemble, une cité où justement toutes les religions se mélangent et se mélangent plutôt bien, ou cohabitent en tout cas plutôt bien, dans une période où on sent que tout va basculer, puisque des mouvements, des forces sont en marche pour justement que cette espèce de parenthèse enchantée ne tienne pas longtemps, et que justement la cohabitation ne pourra pas durer plus longtemps que ça. Donc je veux pas trop en dire, mais voilà, ça vous donne déjà une bonne idée de ce que c'est. Et donc il me reste, comme je vous dis, 10%, et je sens que tout va s'accélérer maintenant. Et ça fait mal au cœur de voir que justement des personnages avec lesquels on a traîné pendant longtemps, avec lesquels on s'est vraiment pris d'affection, vont être complètement bousculés par les événements. Et je termine ce point lecture avec ce livre-ci, donc c'est Le Paris des Merveilles, c'est le tome 2, L'Élixir d'Oubli, de Pierre Pevel. Cette édition est chez Brajlon, et ils en ont sorti plusieurs chez Brajlon. Il y a aussi une version du livre de poche, si je dis pas de bêtises. Et moi, en l'occurrence, c'est sur Audible que je l'écoute. Je l'ai acheté également sur Audible. Alors oui, je suis spécialiste de l'avoir sous plusieurs éditions, mais c'est pas grave, puisque j'aime beaucoup le fait de l'écouter en livre audio. Je peux le suivre aussi en parallèle dans son format papier. Et pour la petite histoire, en fait, c'est la deuxième fois que j'écoute le livre audio cette année. C'est-à-dire que je l'ai écouté au mois de février. J'avais beaucoup aimé à ma première écoute, mais je me suis rendu compte à la fin que il fallait que je le réécoute pour vraiment profiter à 100% de l'histoire, et parce que j'avais conscience qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé pendant cette première écoute. Parce que je pense que quand je l'ai écouté, j'étais pas foncièrement attentive, et voilà, il y a des choses qui me sont un petit peu passées sous le nez, et ça m'embêtait parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Le Paris des Merveilles, le premier, m'avait vraiment
complètement époustouflée. Le fait de l'avoir redécouvert aussi en livre audio, j'avais adoré. Je crois que c'est Maud Rudigos qui est la narratrice, qui donne vie à cette saga de façon absolument magnifique. Vraiment, je conseille, si vous avez l'occasion, même si vous l'avez lu en livre papier ou même en livre numérique, je vous conseille de jeter un œil à la version audio parce que elle fait un travail absolument génial au niveau des voix, qu'elle met dans l'ambiance, etc. Et voilà, c'est un univers que j'adore. Je vais pas forcément peut-être trop revenir sur en tout cas sur l'intrigue de ce tome 2 puisque je veux pas trop en révéler, mais voilà, enfin c'est le Paris de la Belle Époque avec le petit peuple, enfin avec des elfes, avec des chats ailés, avec une intrigue qui mêle des magiciens qui ont pignon sur rue dans Paris, des enchanteresses, donc des fées de l'outre-monde qui sont aussi qui ont un pied à Ambremer et un pied à Paris, avec des intrigues qui sont toujours très empruntées. Des fois j'ai l'impression à tout ce que la littérature populaire de l'époque du 19e siècle a pu donner, avec des intrigues un peu policières, des intrigues aussi de cour, qui tout ça s'entremêle, etc. Dans ce bouquin-là, on a 2 timelines qui s'entrecroisent, donc avec le premier qui se passe donc au début du 20e siècle et une autre qui se passe au 18e siècle. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et je pense que j'avais vraiment envie et besoin de le réécouter une seconde fois. Et voilà, c'est un roman que j'apprécie encore beaucoup. Là, je suis sur la fin donc de cette de cette relecture. Et il me tarde d'écouter et de lire donc du coup le 3e, Le Royaume Immobile. Et je sais qu'il y a un 4e, une espèce de livre spin-off qui est en fait un recueil de nouvelles que Pierre Pevel a supervisé mais n'a pas écrit. Ce sont d'autres écrivains qui ont écrit les nouvelles qui se passent dans Paris des Merveilles. Là aussi, j'ai pas le format papier, faudrait que je l'achète, mais par contre j'ai acheté le livre audio. Voilà, c'est une saga et un univers que j'apprécie énormément. Et j'apprécie aussi énormément la plume de Pierre Pevel là-dedans, la façon dont il raconte l'histoire, avec des fois un narrateur omniscient qui peut justement avoir ce côté où il défonce des fois le 4e mur, qui peut avoir une espèce de ton ironique. Je trouve que en fait ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment sa plume être totalement inédite, collée complètement à l'univers dans lequel il écrit. La façon dont il écrit dans L'âme du cardinal est pas du tout la même que la façon dont il écrit là-dedans, qui n'est non plus pas du tout la même dans Le Haut Royaume. Là, je trouve qu'on a quelque chose de plus relevé, de plus enjoué là-dedans, et je trouve que, moi je prends un pied énorme à lire ces bouquins-là, donc je ne peux que vous les conseiller. Voilà, ce dernier point lecture de 2019 est terminé. Je sais que ça fait beaucoup de bouquins, mais en même temps, je me rends compte que ça fait quand même septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait... Donc c'est un point lecture qui se rabat sur 4 mois. Voilà, si vous avez des questions sur n'importe laquelle de ces lectures, n'hésitez pas à me les poser là-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre mon appareil photo après 3 mois d'absence. J'ai un petit peu du mal, je pense que je vais avoir pas mal de montage à faire, mais en tout cas, ça fait du bien de se remettre en scène. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année, d'excellentes lectures, évidemment, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.